Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Doris Provencher de l'Agide SMQ. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet, l'effet Greta Thunberg. Notre collaborateur Jocelyn Morettini est également des nôtres et des neuropsychologues. Il vient nous parler de la réalité virtuelle en thérapie psy. Vous écoutez Folie douce, émission numéro 788. Que vous soyez barjo, rigolo, intello ou écolo, vous écoutez Folie douce. J'accueille maintenant mon invité qui est Doris Provencher. Bonjour Doris. Bonjour. Bienvenue encore une fois à l'émission Folie douce. Toujours un plaisir de te recevoir. Ben merci de m'accueillir pour une nouvelle fois. Ben oui, tu es directrice de l'Agide SMQ. L'Agide SMQ qui est très connue, que ça fait longtemps qu'il existe. Puis on aimerait ça quand même représenter l'Agide. On va parler aussi un peu des enjeux et tout ça. Mais qu'est-ce que fait l'Agide et comment on peut définir? Alors l'Agide, avant de, je vais le dire au long, pour quand même... Une fois au moins? Une fois, puis ça va être après la dernière. Ouais. Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Ouais. Donc, l'Agide existe depuis le début des années 90. Donc, on s'approche de notre 30 ans. Oui. Et donc, nous sommes un regroupement national qui regroupe des organismes dont la mission est la promotion et la défense de droits en santé mentale. Donc, il y a des groupes régionaux. Dans toutes les régions du Québec, il y a des groupes de défense de droits et il y a ce qu'on appelle des groupes de promotion-vigilance, c'est-à-dire des groupes d'entraide pour les personnes qui vivent un problème de santé mentale, donc qui ont une vigilance et qui sont attentifs au niveau du respect des droits des personnes. Nous, comme association provinciale, on fait pas d'aide individuelle, mais on fait de la formation, du support à nos groupements, bien sûr, on participe à des commissions parlementaires, on réagit donc à des projets de loi et bien évidemment toujours en lien avec le respect des droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Il y a encore beaucoup de droits bafoués en santé mentale et ailleurs, mais il y en a beaucoup. On est toujours étonné qu'à un moment où on se parle, après toutes ces années-là, ouais, de démystification, tout ça, qu'il y en a encore beaucoup. Bien, je pense que oui, il y en a encore beaucoup. Parfois, on me demande, c'est vrai qu'il y a eu des changements, qu'il y a eu des... Mais pour moi, il y a une part où c'est pas mieux qu'avant. Non. Dans la mesure où si en 1932, j'étais dans un hôpital psychiatrique, un grand asile, et que on me considérait pas comme une personne, ici, je suis sur un département de psychiatrie puis qu'on me considère pas plus comme une personne, moi, je vois pas où c'est que ça a tant évolué que ça. La société pense que ça a évolué, mais il y a encore, oui, il y a peut-être certaines perceptions qui sont mieux. Peut-être les gens sont obligés des fois de pas passer par-dessus des règlements, des choses comme ça, mais il y a encore trop de choses qui accrochent. Bien, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de stigmatisation, beaucoup. Et moi, je persiste à croire qu'il y a une part de... la folie, entre guillemets, a toujours fait peur à l'être humain. Depuis toujours. Alors, des personnes qui ont des réactions, qui ont des comportements qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on saisit pas, qui peuvent nous faire peur parfois, même s'ils sont pas dangereux, il n'en reste pas moins que ça nous fait peur parce que ça sort c'est extraordinaire, parce que ça sort de l'ordinaire. Alors, comme on sait pas comment réagir, moi, je pense qu'il y a cette peur-là ancestrale là, qui est là, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est. On voit des manifestations, on voit de la souffrance, mais personne ne peut dire ce que c'est. Et ça, je crois que ça fait peur beaucoup. Et quoi qu'on en dise, tu sais, on a, tu sais, c'est les grands principes, puis c'est sur papier, tout est beau, mais dans la réalité, on a un voisin, on a quelqu'un, souvent, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, ça nous surprend, comme oui. Tu dis, on sait pas trop quoi en penser, puis ça nous fait peur, parce qu'on se dit, ben, est-ce que ça peut déraper? Est-ce que ça peut être oui, un peu ça? Là? Et c'est ça, les mythes, entre autres, le mythe de la violence. Ouais. Je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est pas vraiment... c'est pas la norme. C'est pas systématique que c'est toujours violent, c'est ça? Comme les gens penseraient qu'il y a un problème de santé mentale, donc il va arriver quelque chose de dramatique. C'est pas nécessairement le cas. Là. Mais ce qui est violent, moi, je trouve, c'est ce qu'on appelle la violence institutionnelle. Les gens, ils savent pas ce qui se passe nécessairement sur les départements de psychiatrie. Mm-hmm. Les gens qui sont attachés, les gens qui sont médicamentés contre leur volonté. Les gens, ça, ils savent pas.
Mais moi, ça fait longtemps, ça fait presque depuis le début de l'AGID que je fais ce travail. Donc, toutes les histoires de vie que j'ai entendues, ça tourne beaucoup autour de cette violence institutionnelle. En fait, on veut contrôler les personnes. Et je pense que le meilleur contrôle, ce que la société pense qui est le meilleur contrôle, c'est la médication. Et donc, si la personne apprend ses médicaments, il n'y en aura pas de problème. Peu importe ce que ça fait vivre à la personne. Peu importe que la personne apprenne 70 livres dans 6 mois, et peu importe les effets secondaires, qu'elle prenne ses pilules et puis qu'elle reste tranquille. Il n'existe pas de pilule sans effet secondaire, ou à peu près pas, à part si quelqu'un réduit une dose, peut-être, c'est léger, mais encore une fois, il y a des effets, là. C'est quelque chose de chimique. Médicament, écoute, une aspirine a des effets. Donc, toute substance que je mets dans mon corps, un psychotrope, ce qu'on appelle, il y a des effets secondaires. Ce qui est important pour moi, puis pour l'AGID, puis c'est que la personne soit informée de ce qu'elle prend, de ce qu'on lui prescrit, et après ça, qu'elle prenne une décision éclairée. Ouais. Moi, je connais plein de gens ça va très, très bien avec leurs médicaments, et ça leur permet d'avoir une vie qui est riche et intéressante. Et il y en a d'autres, c'est l'enfer. Mais au moins, ceux qui ça fait, la médication, au moins, ils sont la plupart du temps probablement éclairés sur ce que c'est les effets, puis peut-être qu'il y a le plus de pour que de contre dans ce qu'ils prennent. Donc, finalement, ils décident de le prendre. Tu sais, j'imagine qu'ils... Moi, je pense pas que les personnes sont tant éclairées que ça. C'est que par essai-erreur, en discutant avec leur médecin ou en l'essayant surtout. Ouais. Hein, parce que c'est la seule façon de savoir quel effet ça va avoir sur moi et qui arrive à un moment donné avec un médicament ou avec une dose, et là, ça va bien. Mm-hmm. Mais ça peut prendre des années avant d'arriver là. C'est ça qui est dramatique, là, parce qu'on est un peu notre propre cobaye. Là, nous sommes le cobaye. Mais c'est comme pour les antibiotiques. Les antibiotiques, hein, j'ai un problème, je vais voir mon médecin, il va me donner un antibiotique à large spectre. Ouais, hein. Ouais. Et là, ça marche pas, je reviens, il va m'en donner un autre qui est un peu différent, et bon, tout ça. C'est aussi la même chose. Sauf que les médicaments qui sont donnés en psychiatrie, ils peuvent avoir des effets terribles. Puis, ils peuvent avoir des effets irréversibles et à long terme. Fait que c'est dans ce sens-là que c'est plus délicat. Et mondialement, on s'intéresse aussi à la santé mentale. Il y a quelqu'un que vous avez reçu, je pense, au printemps 2019, hein, qui est une sommité dans le domaine. J'aimerais ça que tu m'en parles, parce que c'est passé, mais c'est intéressant d'avoir eu ce monsieur-là, je pense. Oui, ça fait depuis toujours, mais depuis quelques années, où on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle tout ce qui est mécanisme d'exception. Un mécanisme d'exception, c'est parce que, vous savez, au Québec, au Canada, on a une charte des droits et libertés. Donc, toute loi qui contrevient à la charte est une mesure d'exception. Et en psychiatrie, il y en a pas mal. Hospitaliser quelqu'un contre sa volonté, donc lui enlever sa liberté, même si elle n'a pas fait de crime, c'est une mesure d'exception. Attacher quelqu'un, isoler quelqu'un, c'est une mesure exceptionnelle aussi. Et forcer quelqu'un à prendre un traitement contre son consentement, c'est aussi une mesure d'exception. Mm-hmm. Et ça, il y en a de plus en plus. Vous savez, en 2016-17, au Québec, il y a eu 15 000 personnes qui ont été hospitalisées sous la P38, qu'on appelle donc hospitalisation involontaire en psychiatrie. Ça commence à faire du monde un peu. C'est plus une exception. Ça commence à ressembler à une règle. Hein? Ouais. Alors donc, et dans ce sens-là, on s'est beaucoup inspiré depuis des années de rapports de l'ONU. C'est-à-dire, il y a des rapporteurs spéciaux qu'on appelle, et eux font des enquêtes. Ils sont mandatés par l'ONU pour faire des enquêtes sur différents aspects, et entre autres, on avait invité M. Juan Mendez, qui était, il l'est plus là, mais qui était rapporteur spécial de l'ONU contre la torture. C'est un monsieur, c'est un Argentin
qui lui-même avait vécu la torture dans son pays et qui est un avocat des droits humains depuis toujours. C'est un défenseur des droits humains en général, là, pas juste en santé mentale. Et en 2013, il avait fait un rapport où il disait il faut que ça arrête ça, parce que c'est partout dans le monde ces mesures-là. Donc il disait il faut vraiment que ça arrête. Il faut que les États trouvent d'autres façons de faire. Il faut qu'il y ait plus de services dans la communauté, mais il faut que ça s'arrête. Et suite à ça, il y a eu 2 autres rapports qui sont sortis, et un, entre autres, un rapporteur spécial sur le droit à la santé, M. Puras, ils se promènent, ces gens-là, dans certains pays, et ils font une enquête. Ils rencontrent les dirigeants, ils rencontrent le réseau public, ils rencontrent la société civile, ils rencontrent... Alors donc, on a rencontré aussi M. Puras l'an dernier. Mm-hmm. Donc, ça a été une année onusienne, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais c'est vraiment des gens qui portent le même message que nous et qui disent la même chose que nous, mais eux, c'est des rapporteurs spéciaux de l'ONU. Alors, vous savez, on parle beaucoup de données probantes et dans le domaine de la santé mentale ou de la recherche et tout. Ben pour nous, nos données probantes, c'est ces gens-là qui sont promenés à travers plusieurs pays et qui en arrivent à des évidences comme ça pour dire « ça marche plus ». Et d'ailleurs, M. Puras est un pédopsychiatre de profession et qui dit non, ça marche plus, il faut faire autrement. Il faut arrêter ces mesures d'exception, arrêter le biomédical mur à mur, il faut faire autrement. Alors ça a été une super année pour nous. Ça vous donne, ça donne au milieu, puis ça vous donne à la gîte, j'imagine, un élan pour dire, ben écoute, je pense qu'on fait la bonne chose, puis on devrait continuer, puis ça nous encourage. C'est toujours bien. C'est ça. Hein? C'est sûr qu'on peut dire, bon, c'est l'ONU, hein, c'est loin de nous, c'est pas miraculeux. Mais on les utilise beaucoup, ces rapports-là, parce que on les fait vivre. Ils sont un peu crédibles, je pense. Je pense l'ONU. Hein, oui. Et ces gens-là, vous savez, moi, ça m'a bien surpris, ils font ça gratuitement, bénévolement. Leurs dépenses sont payées, bien sûr, mais ils se font pas payer par l'ONU quand ils font ces... Fait que, bon. Mais donc, c'est vraiment... c'est une grande source d'inspiration, et même si c'est l'ONU, c'est loin de nous, lisons les textes, voyons ce qu'ils disent et imaginons que ça pourrait se faire ici, au Québec. Oui. Parce que je trouve aussi qu'on manque beaucoup d'imagination pour développer des alternatives. C'est important de développer. On peut dénoncer des choses, mais il faut proposer quelque chose. Exactement. Aussi, c'est ça, hein? Oui. Puis, vous savez, lors de notre... les personnes qui vivent un problème de santé mentale, qui sont membres des groupes et qui participent à toutes nos rencontres nationales, ce qu'ils nous ont dit, et ça, je trouve ça assez particulier, ils aiment mieux actuellement conserver ces mesures d'exception parce que si on les enlève, qu'est-ce qui va nous arriver? Mm-hmm. Est-ce que ça va être pire que c'est maintenant? Hein, parce qu'il y a eu une époque, des années 40, 30, 40, on enfermait les gens dans les asiles puis on les oubliait là. Ouais. Alors donc, les gens qui vivent ça, ils ont peur. Alors, il y a mieux subir des mesures comme ça que de militer fort là, pour qu'il y ait des alternatives. Ils demandent à l'association de travailler dans ce sens-là. Ouais. C'est intéressant, Doris. On va mentionner les coordonnées en terminant. C'est intéressant. Puis, de toute façon, vous ne lâchez jamais. L'AGID est très dynamique, donc, et ses membres. Donc, comment on peut en savoir plus sur l'AGID SMQ? Ben, moi, j'invite vos auditeurs et auditrices à aller faire un tour sur notre site web qui est AGID, www.agid.org. On a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de documents, il y a des vidéos, il y a des... Alors, et on a Facebook, vous pouvez nous suivre. Oui, chercher AGID aussi avec 2D. Oui, hein, avec 2D, défense, droit. Oui, merci beaucoup Doris Provencher d'avoir été des nôtres et on se reparle, c'est certain. Là. C'est sûr et certain. Très intéressant, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors le sujet que tu nous amènes, l'effet Greta Thunberg. Oui, c'est le titre d'un article que j'ai trouvé sur Internet. Pour ceux qui ne connaissent pas le nom de Greta Thunberg, c'est une adolescente de 16 ans. Elle est suédoise et elle est venue à Montréal le 26 septembre dernier. Et c'est une jeune militante pour l'environnement. Alors, on nous dit d'abord dans un article qui avait paru dans la presse, c'est écrit par Mme Meissa Ferra, qui est journaliste. Elle nous dit le nom de Greta Thunberg était sur toutes les lèvres hier. Il était scandé dans la majorité des slogans et écrit en grosses lettres sur beaucoup de pancartes. Beaucoup ont qualifié son passage à Montréal d'historique, alors que des centaines de milliers de marcheurs sont descendus dans les rues de Montréal pour se rallier à la cause défendue avec ardeur par la jeune environnementaliste. Mais ce que je n'ai pas encore dit, Yvan, c'est que cette jeune fille-là est atteinte d'autisme. Ouais. Et on peut voir par ses agissements, par ses déplacements, par son implication, qu'on peut être atteint d'un syndrome quelconque ou d'une maladie quelconque, mais ça ne nous empêche pas souvent de passer à l'action ou de faire des choses, des grandes choses. Oui, effectivement. Ouais. Oui. Non, mais c'est souvent ce qu'on a dit à l'émission, tu sais, si la société était toute normale, entre guillemets, si tout le monde n'avait pas de problématique, à quelque part, ça n'en prend. On ne souhaite pas la maladie, mais à quelque part, il faut essayer de prendre le côté positif de chacune de ces problématiques-là. Parce que, comme je t'ai déjà dit, il y a des personnes qui sont handicapées, plus ou moins gravement, mais qui font tellement de choses qui motivent même les personnes qui n'ont pas de handicap. C'est ça, des fois, ça donne le courage à passer à l'action. Ouais. Oui, alors, Mme Meissa Ferra nous dit que la jeune adolescente s'est dit excitée d'être à Montréal, mais surtout heureuse de se tenir debout avec des gens de partout autour de la planète pour une cause commune, parce que Mademoiselle Greta Thunberg voyage beaucoup pour répandre son message. Mais elle a même traversé l'Atlantique en bateau pour prendre l'avion et tout ça. Donc, le visage tantôt souriant, tantôt déterminé, elle brandissait avec une fierté manifeste le message. Là, pardonnez-moi, mon suédois, c'était marqué « Skolstrike for Klimatet », qui veut dire en français « grève scolaire pour le climat ». Son discours de clôture parsemé de mots en français a suscité des cris de joie et d'admiration et des applaudissements retentissants. Parce que cette grève scolaire pour le climat, c'est-à-dire que les enfants font la grève d'école pour aller dans les rues et certains manifester. Enfants, oui. Ouais. Alors, visiter le Canada, c'est un peu comme revenir chez elle, a-t-elle dit. Elle a énuméré avec une pointe d'humour devant une foule euphorique les similarités entre notre pays et sa Suède natale, soit les orignaux, les hivers froids, la neige et le hockey sur glace. Malgré les nombreux médias présents et les multiples remerciements, c'est une Greta Thunberg plutôt décontractée qui s'est adressée au public pour cette courte apparition, sa dernière de la journée. Elle s'est dite reconnaissante de la réception positive de sa visite et dépassée par l'ampleur de la marche. Elle a invité tous les sympathisants à continuer leur mobilisation. Maintenant, si on veut la fiche, on pourrait dire, de Greta Thunberg, simplement sur Wikipédia, elle est née le 3 janvier 2003 à Stockholm. C'est la fille de la chanteuse Malena Ehrman. Elle proteste, là on revient à Greta, elle proteste depuis l'été 2018 devant le Parlement suédois à l'âge de 15 ans contre l'inaction face au changement climatique. Elle reçoit plusieurs prix et distinctions pour son militantisme. Elle fait la couverture du magazine Time en mai 2019 et des médias décrivent son impact sur la scène mondiale comme l'effet Greta Thunberg. Et Greta déclare avoir commencé à s'intéresser au changement climatique à l'âge de 9 ans. À 11 ans, à la suite d'un épisode dépressif de 8 mois, un syndrome d'Asperger, un trouble obsessionnel compulsif, un trouble du déficit de l'attention et un mutisme sélectif sont diagnostiqués chez elle. Elle gagne en mai 2018 néanmoins un concours d'écriture sur le climat, à la suite duquel elle rencontre Bo Torren, un militant écologiste de la première heure dont l'association, c'est-à-dire Fossil Free Dalsland, créée en 2013, cherche à mettre fin aux industries fossiles dans le Dalsland, une province historique de l'ouest de la Suède.
Sa biographie est publiée le 24 août 2018, quelques jours après le début de sa grève. Elle est rédigée par ses 2 parents, sa sœur et elle-même. À la suite de sa dépression, elle dialogue avec ses parents au sujet de ses craintes sur l'environnement et le réchauffement climatique. Elle devient végane, c'est-à-dire, et elle a influencé sa famille. Son père devient également végane et sa mère s'en approche. Le véganisme est un mode de vie alliant une alimentation exclusive par les végétaux, c'est-à-dire le végétalisme, et le refus de consommer tout produit, c'est-à-dire vêtements, chaussures, cosmétiques, etc., issus des animaux ou de leur exploitation. Elle refuse les achats non nécessaires, puis cesse de prendre l'avion à l'âge de 15 ans. Sa famille fait de même. C'est dans sa famille qu'elle se serait rendue compte de sa capacité à convaincre les autres. Elle a vu qu'il y avait un certain effet. Là. C'est sûr que c'est un peu le mot à la mode aussi, l'environnement. Tu sais, des fois, je me rends compte que c'est comme un peu une nouvelle religion. Il faut toujours... Il y a des bonnes choses, mais surtout quand il y a un personnage comme ça, je pense que c'est intéressant. Mais tu vas certainement y revenir dans le prochain... Dans la prochaine demi-heure. L'espresso allongé. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Jocelyn Morettini, neuropsychologue, nous parle de réalité virtuelle en thérapie psy. À l'espresso allongé, c'est la suite sur l'effet Greta Thunberg. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. Bien, c'est avec plaisir que j'accueille à nouveau notre collaborateur Jocelyn Morettini. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue encore une fois à Folie douce. On va parler aujourd'hui d'un sujet intéressant parce qu'on en parle de plus en plus. C'est l'utilisation de la réalité virtuelle en thérapie psy et neuropsy. Parce que la réalité virtuelle a fait son apparition il y a quand même pas si longtemps, mais à peu près à toutes les sauces, on va l'utiliser, puis surtout dans des domaines où il y a un problème de santé. Je pense qu'il y a une grande utilité à ce niveau-là. Tout à fait. Puis, ce qui est intéressant, c'est, là, tu dis, c'est nouveau, puis en fait, c'est vieux. En fait, dans les années 50, on en parlait déjà. Ah oui? Mais on n'avait pas du tout les capacités de créer des mondes virtuels. Dans les années 80, on pouvait commencer à réfléchir, et dans les années 90, c'était déjà présent. Donc, on parle de 30 ans maintenant. OK, c'est juste qu'on ne l'a pas appliqué, ou en tout cas, peut-être qu'on, je sais pas, on n'en parlait pas tout simplement. On n'en parlait pas. Dans les médias. On en parlait peut-être dans les milieux universitaires ou dans les milieux de travail, mais... Donc, les psychologues avaient déjà de la réalité virtuelle dans leur bureau, sauf que c'était des équipements qui coûtaient extrêmement cher. On parle de dizaines de milliers de dollars dans les années 90. Moi-même, je m'y intéresse depuis une bonne quinzaine d'années. Mais à l'époque où je m'y intéressais, par exemple, pour faire de la neuropsychologie, pour traiter les troubles cognitifs, construire 3-4 pièces dans une maison, on parlait peut-être de 100 000 $. Puis aujourd'hui, c'est complètement gratuit sur l'Internet. Ouais. Donc, évidemment, l'accessibilité à cette technologie-là, les coûts reliés à ça ont tellement diminué, puis les avancées technologiques ont explosé. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, c'est plus accessible pour une majorité de thérapeutes et même aussi au grand public là, pour simplement l'amusement. Oui, juste de base, si on veut rappeler un petit peu ce que c'est la réalité virtuelle, on entend ça, c'est un peu l'expression à la mode qu'on entend, mais qu'est-ce que c'est en réalité? Ben, c'est ça, des fois on se trompe entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc la réalité augmentée, c'est souvent une surimposition de l'image réelle qu'on voit avec nos yeux, puis on ajoute une image de synthèse. Mm-hmm. La réalité virtuelle, c'est complètement une image projetée sur nos yeux à travers un casque. Ce casque-là détecte la position de la tête, et donc si on tourne la tête à droite, à gauche, en haut, en bas, ça le détecte, et on va donc pouvoir observer 360 degrés autour de nous, un monde qui est complètement de synthèse, donc créé à partir de l'ordinateur, ou des fois c'est un film, une caméra qui a pris 360 degrés, et donc on va évoluer dans ce que la caméra a déjà obtenu comme information. À ça, on va ajouter maintenant des manettes, ou encore des gants de réalité virtuelle avec des capteurs, de la vibration dans les doigts, pour de la résistance pour permettre peut-être de sentir un objet, un pseudo-objet. Il y en a qui vont avoir tout simplement des vêtements avec des vibrateurs dessus pour mieux ressentir peut-être certains impacts. Il peut y avoir des chaises avec une sensation de... On monte, on descend, on va à droite, à gauche, comme un simulateur de vol,
ou encore tout simplement un tapis qui avance, qui recule. Et puis encore là, les gants que je nommais, des fois, c'est des manettes qui nous permettent de détecter le mouvement de la main dans l'espace. Donc, si on monte la main, on voit notre main virtuelle dans le monde virtuel qui monte et qui descend de façon appropriée, là. Mm-hmm. Et dans ton domaine, tu dois être complètement emballé parce que c'est un domaine que tu travailles quand même depuis plusieurs années où tu as affaire à des gens qui ont vécu des traumatismes, là, que ce soit physiques ou et indirectement, ils ont des problèmes des fois peut-être du côté santé mentale, mais ça va certainement aider grandement ton travail, là. Tout à fait. On l'utilise maintenant parce que c'est accessible. On pourrait aller chercher des outils qui coûtent des milliers de dollars, mais pour l'instant, bon, les fonds sont pas là. Mais maintenant, déjà, avec 300 dollars, on peut s'acheter un casque de réalité virtuelle et puis commencer déjà un traitement. Par contre, le simple fait d'avoir un casque, ce n'est pas un traitement, évidemment. Ouais. Donc, il faut faire ça de façon supervisée par un professionnel. Par un professionnel, effectivement. Oui, exactement. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est toi qui es spécialiste du cerveau, est-ce que c'est le fait qu'on c'est enveloppant, cette technologie-là? C'est ça qui fait peut-être qu'on ressent plus les bienfaits? Est-ce que tu pourrais l'expliquer comme ça? Ou... Pas tout à fait. En fait, c'est surtout qu'on est capable de créer un monde virtuel. Donc, on a une immersion dans le monde. Et à partir de là, on va pouvoir amener les gens à s'exposer à des situations qui sont anxiogènes, qui sont épeurantes. Et on va pouvoir faire donc, entre autres, des thérapies d'exposition. C'est comme ça qu'on va, par exemple, traiter les phobies, comme l'ascensumophobie, comme la peur de l'ascenseur, l'acrophobie, la peur des hauteurs, l'amaxophobie, qui est très intéressant comme mot, qui est la peur de conduire un véhicule, la peur des injections, des seringues, la peur du dentiste, l'arachnophobie, l'aviophobie, qui est l'avion, même la phobie sociale, donc parler en public. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener les gens à s'exposer graduellement à ces stimuli, donc à ces situations-là, mais de manière sécuritaire. Donc, par exemple, l'aviophobie, on pourrait le faire progressivement, mais ça nous coûterait des dizaines de milliers de dollars d'acheter un vol à chaque fois pour faire 20 expositions. Il faut avoir le portefeuille qui vient avec ça. Ouais. Alors, au lieu de payer un avion, on paye un casque de réalité virtuelle à 300 $. Et ça peut reproduire l'environnement. On se sent dans un avion, on se sent dans un milieu... Tout à fait, parce qu'on commence à entendre les bruits, on voit dans des scénarios encore plus avancés, il y a même peut-être un siège qui monte et qui descend, mais c'est rarement nécessaire. La plupart des gens vont expérimenter la sensation assez rapidement. Quand je présente ça à mes patients, ils font « Oh non, ça fera rien, je vois bien... » Ils pensent qu'ils regardent une télévision. C'est ça, exactement. Alors ils disent quand je regarde une télévision, je comprends bien que c'est pas la réalité. Ouais. Puis quand ils le voient, parce que là, ils voient que ça les enveloppe complètement, puis ils voient complètement en périphérie, ils tournent la tête, puis ils voient d'autres choses. Là, ils se rendent compte que « Oh non, je suis vraiment là. » Ça leur donne cette impression-là. Et cette sensation d'y être, donc d'immersion dans cet univers-là, nous permet d'exposer et de créer ce qu'on appelle une situation d'habituation. Par exemple, la meilleure image de l'habituation, c'est on s'en va dans une pièce puis ça sent mauvais. Bon, au début, on sent très très fort l'odeur, et puis 5 minutes après, c'est déjà bien moins, et puis 10 minutes après, on sent rien. Voilà. Ouais. Et donc, cette habituation-là, c'est ce qu'on veut créer pour des situations qui font peur, alors qu'elles ne devraient pas faire peur. OK. On va graduel, on va mesurer, là, on va avoir une approche, que peut-être voir la réaction aussi de la personne. Je veux dire, plus ça va bien, on peut aller peut-être plus loin, ou quelque chose comme ça, on s'ajuste. Là. Exactement. Alors, par exemple, quelqu'un qui a peur de traverser la rue. On a beaucoup de patients qui ont été frappés par un véhicule. Ils peuvent avoir un trouble de stress post-traumatique. Donc, dès qu'ils voient un véhicule, ils ont peur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont d'abord voir le véhicule de loin, puis après ça, ils vont se rapprocher du coin, puis après ça, ils vont traverser la rue. Mais s'ils ont une panique en plein milieu de la rue, il n'y a pas de danger qui respire puis qui bloque le trafic. Ouais. Donc, il y a des avantages aussi, des fois, tout simplement pragmatiques. On a aussi des patients qui sont tout simplement tellement fracturés, ils ne peuvent pas se déplacer, puis on ne peut pas les amener sur le bord de la rue. Alors, on peut commencer à faire le traitement avant même qu'ils aient la capacité de se rendre. Donc, c'est un autre avantage. Puis, des fois aussi, c'est simplement qu'ils sont fauteuils roulants, c'est en plein hiver, c'est glacé, il y a une grosse tempête de neige, c'est pas le temps d'aller dehors. Pas tout de suite, en tout cas. Ouais. Et donc, du coup, on peut commencer à travailler sur ça, même si la température n'est pas au rendez-vous, par exemple. Extrêmement pratique, c'est incroyable. On voit toutes les possibilités, puis ça ne fait que commencer en plus, parce qu'on a l'impression qu'il va y avoir probablement des gens qui vont arriver avec des nouvelles façons d'utiliser cette réalité-là.
Absolument, puis ça ne fait qu'augmenter. Avant, on parlait beaucoup de travail sur la phobie, sur le trouble de stress post-traumatique. Puis, graduellement, on a travaillé aussi sur les troubles cognitifs, donc les gens qui ont des démences comme l'Alzheimer. On va les entraîner à réapprendre au niveau de la mémoire. On peut même l'utiliser pour faire des tests, pour savoir s'ils s'orientent bien dans l'espace. On va même travailler ça sur l'autisme, la schizophrénie. Ça, c'est assez nouveau. Là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de la recherche depuis 30 ans. C'est utilisé cliniquement depuis 25 ans. Donc, phobie, troubles de stress post-traumatique, ça, c'est plutôt bien établi. Même dépression, l'anxiété, tout ça, ça a été bien travaillé. Mais de plus en plus, on ajoute de nouvelles choses. Donc, il y a des diagnostics cliniques qui peuvent être traités à travers cet outil-là. On va apprendre aussi, tout simplement, faire de l'apprentissage. Ils ont fait des tests, par exemple, en milieu de travail, et puis on leur fait apprendre une tâche avant même de le faire pour de vrai. Puis, cet apprentissage-là est meilleur que s'ils avaient juste appris sur un texte. Et puis, très équivalent de s'ils avaient fait l'apprentissage en milieu réel. Donc, des fois, quand la situation est difficile ou on prendrait des risques de diminuer la performance au travail parce qu'on introduit un élément qui est pas performant, un travailleur qui est pas compétent encore, ben on peut le faire en réalité virtuelle. Mais c'est vrai aussi pour un patient qui a besoin d'apprendre, par exemple, des compétences sociales, comment parler à quelqu'un, comment parler devant un groupe. Donc, au début, ça va être en réalité virtuelle avec 2-3 personnes, puis après ça, on va ajouter, là, ça va s'agrandir. Puis, ultimement, ben après ça, on va pouvoir les amener dans le milieu réel et la phobie sociale va s'éteindre. Et donc, ces gens-là, ben, on leur ouvre beaucoup de portes. Et puis, il y a aussi des gens pour qui il y a de l'isolement social. Par exemple, on a des patients qui sont en isolement infectieux. Donc, ils ont peut-être des bactéries ou des virus, et là, à ce moment-là, ils doivent être gardés dans leur chambre par risque pour les autres patients. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, ce qu'on va espérer de faire, là, c'est encore un défi au niveau du contrôle des infections, mais ça va être de leur permettre d'aller explorer peut-être la forêt, de se déplacer auprès des lions. Donc, ils vont pouvoir sortir de leur chambre et explorer peut-être une ville. Et ça va déjà créer beaucoup d'apaisement alors qu'ils sont en isolation puis qu'ils voient les mêmes 4 murs. Et pour d'autres personnes, ben, c'est le contrôle de la douleur. Ça, c'est déjà très bien étudié aussi. On va contrôler la douleur à travers ça. C'est pas juste le simple fait de se distraire. On pourrait le faire avec un jeu. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que le fait de vivre cet environnement-là nous permet de ressentir des choses différentes. Par exemple, les grands brûlés, quand ils sont en réalité virtuelle, si c'est juste pour faire un jeu, ça diminue la douleur. Mais si c'est un jeu, mais qui est dans la neige, par exemple, comme descendre en snowboard une pente, ils ont beaucoup moins mal parce que ce qu'ils ont, les grands brûlés, c'est la sensation de brûlure qui est continuellement là. Mais quand on est dans le froid, la sensation de brûlure, elle s'efface. Donc, le simple fait d'être en immersion dans un monde froid nous donne froid et donc on a moins mal en lien avec la sensation de brûlure. Est-ce qu'on peut développer une addiction pour la réalité virtuelle? Parce que ça peut devenir intéressant de dire ben, j'ai besoin de ma réalité virtuelle. C'est une très, très bonne question. C'est un des risques qui est théorisé pour l'instant, qui va peut-être arriver parce que là, le grand public commence à y avoir accès. Avant, c'était toujours avec un professionnel, donc l'addiction n'est pas trop possible. Quand ça vaut 100 000 $ l'appareil, les gens ne se l'achètent pas. Exact. Mais là, ça va venir possiblement à ça. Il va falloir donc faire attention comme toutes les formes d'addiction à des jeux, par exemple vidéo, ainsi de suite. Mais dans un contexte thérapeutique, il y a toujours le professionnel à côté, le psychologue, le neuropsy qui est là et qui va donner aussi des démarches. Donc, à ce titre-là, c'est moins inquiétant. Mais oui, il va falloir faire attention à ça d'un point de vue social. Est-ce que tu as mesuré aussi dans ton travail jusqu'à quel point tu utilises ça? Est-ce que tu sais que ça représente tant de pourcents de ce que tu n'utilisais pas il y a 10 ans? Est-ce que ça fait beaucoup présent? En fait, c'est très, très, très nouveau. Là. On vient de commencer. On a encore des problématiques fonctionnelles du genre les infections, comment contrôler les bandes de plastique qui sont mises autour de la tête pour que ça soit hygiénique, mais aussi pour qu'on contrôle les infections. Donc, il y a plusieurs corps de métier qui travaillent autour de ça. Il y a des effets, des fois secondaires, comme les maux de tête. Avant, c'était plus présent parce que la technologie n'était pas très réactive, fait qu'il y avait un délai entre le mouvement de la tête et le mouvement de l'image, ce qui est moins présent. Donc là, il y a moins de maux de tête qu'avant, mais il peut y avoir une sécheresse des yeux, une fatigue mentale. Donc, ces choses-là sont encore à contrôler. Les problèmes étaient plus présents il y a 20 ans. Aujourd'hui, beaucoup moins parce qu'on a des très bonnes technologies. Mais malgré tout, là, il reste cette problématique-là. Puis aussi, on a des gens qui sont des fois atteints des fractures au cou, des choses comme ça. Donc, le poids du casque leur empêche de l'avoir. Donc, il y a encore beaucoup de choses à développer, mais on sait que c'est un très bon outil qui va ajouter
aux outils du psychologue, du neuropsychologue, mais ça ne remplace pas, évidemment, le travail de psy est toujours le même, mais on a étendu notre champ de travail. Absolument. Merci beaucoup, Jocelyn. Pour les gens qui veulent en savoir plus, peuvent chercher ton nom, Jocelyn Morettini, puis neuropsychologue, je pense qu'on te trouve. Tu es pas mal présent partout. Google est mon meilleur ami pour ça. C'est ça, exactement. Puis c'est intéressant, vraiment, la réalité virtuelle. C'est à suivre donc pour les différentes thérapies. Merci, puis à une prochaine chronique. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de Folie douce, l'émission qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. De retour au micro avec l'Espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, Pierre, l'effet Greta Thunberg. Ouais. Je veux juste rajouter, tu sais, tantôt je disais à l'autre bloc, là, effectivement, des fois on a l'impression que c'est comme une religion, tu sais, on a l'impression qu'on est regardé de travers si le moindrement on mange de la viande, par exemple, puis si on fait ci, puis si on fait ça. Ouais. Puis des fois, c'est ce panneau-là que je trouve qui est difficile à... Tu sais, des fois on se pose des questions, il faut faire attention. La cause est bonne, puis la jeune fille, Greta Thunberg, je pense qu'elle fait une belle action, puis je pense qu'elle est sincère dans son chose, mais il y a toujours un côté d'espèce de manipulation mondiale qu'il faut toujours faire attention, mais... Moi, j'ai pas l'impression qu'elle est manipulée, tu sais, à la voir s'exprimer, on voit qu'elle est sincère. Ouais. Mais tu as raison d'amener le point. Oui, il y a toujours des détracteurs, c'est que tu fasses n'importe quoi. Puis souvent, tu sais, nous autres au Canada, on est assez écologique comparativement au reste de la planète. Puis, tu sais, dans le fond, c'est souvent le reste de la planète qui devrait faire plus d'efforts, tu sais. Mais je sais qu'en Suède, ils sont très je pense qu'ils sont à l'avant-garde. Ouais. Alors, maintenant, je vais vous lire un autre article écrit par M. Jean-Benoît Legault, du journal de la presse canadienne. Il est chef de pupitre au journal La Presse. Il commence son article en citant Greta Thunberg. Elle dit « Dans de bonnes circonstances, être différent est un super pouvoir ». C'est elle qui a dit ça. C'est vrai, ça. Parce que on doit dire qu'il y a certaines personnes qui trouvent que l'autisme n'est pas un handicap. C'est seulement une question que ce sont des gens différents. Et il y a plusieurs sortes d'autisme aussi. Il n'y a pas un seul type d'autisme. Oui. Alors, M. Legault nous dit « La jeune femme est atteinte du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Elle a servi cette riposte sur Twitter à ceux qui s'en prennent à elle en raison de sa façon de s'exprimer ou de ses expressions faciales particulières. C'est tout à fait représentatif de l'exclusion que peuvent vivre plusieurs personnes dans le spectre de l'autisme », a commenté le docteur Baudouin-Forgeau d'Arc, un psychiatre et chercheur de l'hôpital Sainte-Justine, qui s'intéresse aux interactions sociales des personnes autistes. On peut trouver leur communication étrange, mais ça ne veut pas du tout dire que le message n'est pas cohérent, au contraire. Il nous dit que ce sont souvent des personnes qui sont très logiques dans leur raisonnement. Il n'est en effet pas rare d'entendre les détracteurs de Mlle Thunberg évoquer son autisme comme si cela permettait du même souffle de décrédibiliser son message. Un peu comme cela se produit lors de fusillades et qu'on s'empresse de mentionner la personnalité solitaire et asociale du tireur pour expliquer la tragédie, au lieu d'examiner les véritables enjeux. Ça, c'est super mal l'expression, c'est cheap, tu sais. Oui. Tu sais, d'abaisser quelqu'un à cause de sa problématique. Au contraire, cette personne-là est peut-être pas mal plus avancée que plein de gens. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et même s'il hésite à porter un jugement clinique sur une patiente qu'il ne connaît pas, la description que fait le docteur Forgeau d'Arc du syndrome d'Asperger suscite un écho immanquable quand on voit Greta Thunberg en pleine action. Le docteur Forgeau d'Arc nous dit « Le caractère très direct de la communication, le rejet de formes plus manipulatrices ou sophistiquées de communication, et puis la passion très forte pour un domaine et la capacité à devenir expert à un âge tout à fait inhabituel et de façon tout à fait inhabituelle, ça semble être des particularités qui ont l'air d'être présentes chez cette personne et qui sont assez centrales dans l'autisme en général et dans le syndrome d'Asperger en particulier. Il faut dire que l'Asperger, c'est une forme plus légère d'autisme. Ouais. Les gens atteints d'un syndrome d'Asperger n'utiliseront pas nécessairement les expressions faciales ou le regard pour communiquer ou pour passer des messages, ajoute le docteur Forgeau d'Arc. C'est vrai, les personnes autistes, ils sont toujours un petit peu étranges par leurs expressions faciales qui ne sont pas communes de nous. Ça ne fait pas partie de la norme, là. Et ils ont aussi comme particularité d'être très focalisés dans les choses qu'ils aiment et d'être très intenses sur des sujets précis.
leurs relations avec leur entourage seront souvent différentes des relations considérées comme normales. Les adolescents atteints de cette forme d'autisme, par exemple, pourront avoir moins d'intérêt pour les groupes que les adolescents typiques. Il nous dit évidemment, elle dit les choses et elle dit les choses de front. Et on n'a pas l'impression que c'est pour provoquer les gens ou pour manipuler les gens, mais plutôt qu'elle dit les choses comme ça parce qu'elle les pense comme ça. Et c'est qu'elle les comprend comme ça. Il y a un caractère très direct dans la communication et peut-être moins sophistiqué, nous dit toujours le docteur Forgeau d'Arc. Mademoiselle Thunberg semble donc avoir des caractéristiques qu'on va retrouver dans le syndrome d'Asperger et ces caractéristiques semblent jouer un rôle important dans la façon dont elle se présente, soit la ténacité sur un sujet et le fait d'oser être très direct sans forcément tenir compte des conventions et des attentes. Il nous dit dans le caractère très direct, il y a aussi souvent un certain rejet, un certain dégoût pour le comportement manipulateur des autres. Et dans le petit peu que j'ai entendu d'elle, il y avait un peu de ça. Je ne sais pas si tu as vu la photo d'elle qui regardait Trump. Il y avait un regard assez... c'est comme s'il y avait des fusils dans les yeux. Là. C'était particulier. Là. On dirait qu'elle l'aime pas trop. Non. Elle avait dit, Mademoiselle Thunberg, elle avait dit, vous les politiciens, vous nous dites et vous ne faites pas, alors que les données sont claires. C'est quelqu'un qui peut être assez radical dans son jugement sur la façon dont les autres ne sont pas directs dans leur communication. Est-ce que Greta Thunberg ferait ce qu'elle fait sans le syndrome d'Asperger? Est-ce que sans ce super pouvoir, entre guillemets, une jeune femme de 16 ans trouverait le courage et la confiance en elle nécessaires pour sermonner vertement les leaders de la planète? Impossible à dire, prévient le docteur Forgeau d'Arc. En terminant, il nous dit que c'est quelqu'un qui manifestement a de grandes capacités à parler et à savoir porter un message. Bien, merci beaucoup pour ces blocs-là. Donc, l'effet Greta Thunberg. Merci, Pierre. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Alors, Pierre Laporte en ma compagnie. On a reçu Pierre Doris-Provencher, directrice générale de l'AGID SMQ. C'est toujours intéressant de recevoir Doris, très sympathique. Puis, beaucoup de bagou. Elle a même fait quelques indicatifs plutôt rigolos. Alors que ceux qui écoutent l'émission vont pouvoir reconnaître sa voix. Alors, merci beaucoup, Doris, d'avoir été des nôtres. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, tu nous amenais ton sujet, donc l'effet Greta Thunberg. C'est intéressant comme sujet. On va sûrement en parler encore dans l'actualité, c'est certain. Notre collaborateur, Jocelyn Morettini, était des nôtres. Il est neuropsychologue et il nous a parlé de réalité virtuelle en thérapie psy. Alors, c'est ce qui complétait le rendez-vous de Folie douce cette semaine. Donc, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et bonne semaine. À la prochaine. Au revoir.